Il n'a pas perdu ce match-là à cause de son entraîneur. Que mentalement, il est mûr et il semble prêt pour la prochaine étape. On n'aime pas perdre. Je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. Est-ce que tu vois un Canadien sortir gagnant? Il y a un côté de dépassement, puis de résilience. Ça peut être financier, là, des points, il y a plein de choses en jeu. Là. Elle va venir soit en demi-finale ou en finale. Ça va être aux mains de Félix. Salut, bienvenue à Sur la ligne, le podcast officiel de Tennis Canada. Alex Régebal en votre compagnie. Hugues Léger en face de moi et Charlotte, tout juste revenue de vacances et de maladie aussi. Charlotte, je commence avec toi. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Tu me sembles rayonnante. Ouais, pas tant que ça va mieux. Je veux pas me plaindre. Je suis partie en voyage, en vacances. Puis à Wimbledon, comme vous pouvez le voir avec ma casquette. Puis j'ai été malade en revenant. Je peux pas partir en Europe sans revenir avec quelque chose. Il faut plus que tu partes. Là. C'est ça, exactement. Il faut que je reste ici, tranquille à la maison, avec les microbes qu'on connaît, ou est-ce qu'il y a rien qui... Les microbes locaux. Oui, c'est ça. Mais non, je vais mieux. Je suis contente d'être de retour et vous m'avez manqué, donc très contente de refaire ça avec vous. Ben nous aussi, tu nous as manqué. On a parlé de toi à chaque épisode. En fait, on pleurait 10 minutes avant l'épisode. Elle est venue cette semaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va-tu revenir? Elle est pas là encore. Mais là, on essuyait nos larmes. On se disait, il faut qu'on fasse le show quand même, Hugues. Puis là, ben finalement... Ça me rassure, rassure. Non, exact. Rien de moins, je m'attendais à vraiment... On pensait peut-être te faire remplacer. Puis finalement, on n'a pas trouvé quelqu'un qui était à ta hauteur. Fait que, irremplaçable. Parfait. Comment ça s'est passé à Wimbledon? C'était incroyable. Vraiment une place unique, spéciale. Vraiment, je me sens privilégiée de pouvoir y retourner. La dernière fois que j'y étais, c'était en tant que joueuse chez les juniors en 2016. Puis j'avais joué, si je me rappelle bien, Olga Danilovic. Puis j'avais perdu en 3-7. Une gauchère qui joue quand même bien sur le circuit en ce moment. C'est un tournoi différent des autres. Il y a une atmosphère, une élégance, un côté royal, mythique, historique à ça. On dirait que tout le monde est beau, tout le monde est intéressant, c'est propre, c'est bien aménagé. Les gens sont d'une classe incroyable. Puis j'étais très contente de revoir plein d'amis du circuit. Donc vraiment, à chaque fois que je m'en allais voir un match, tout le monde me demandait « Puis, quel match tu as regardé? Quel joueur t'as vu? » À chaque fois que je m'en allais voir un match, je rencontrais quelqu'un que je connaissais, puis là, je commençais à parler, puis finalement, je me suis jamais rendue au terrain. T'es sérieuse? Tu t'es jamais rendue au terrain? Non, je me suis jamais rendue, mais honnêtement, c'est bien parfait comme ça. Je suis très contente d'avoir socialisé puis d'avoir vu... les gens, puis j'ai vu du tennis au loin, puis c'était bien correct comme ça. Hey, on t'a vu sur le plateau de Tennis Channel. Ben T'as vu Jim Courier. Tu nous as trompés? Quelle expérience. Ouais. Oui, je change, je m'en vais, c'est fini, je déménage. Non, j'étais avec une de mes bonnes amies, Gracia Mboko, qui est la sœur de Victoria Mboko. C'est ça. Si vous ne connaissez pas, vous êtes au mauvais endroit, au mauvais podcast. Puis, on se promenait. Et là, elle, évidemment, elle connaît plein de gens à travers sa sœur et son expérience sur le circuit. Puis, elle m'a dit, on a un bracelet, on va aller visiter le Tennis Channel, sachant que moi, je suis dans les communications et tout ça. Puis là, j'ai rencontré Steve Weissman, qui est là depuis 11 ans à Tennis Channel. Puis, il nous a fait visiter le studio, le plateau. Ouais. C'est magnifique, c'est vitré. Tu vois comme les 3-4 terrains derrière toi. Sachant que là-bas, à Londres, il n'y a pas beaucoup d'air climatisé. Même dans les maisons et tout ça, il fait chaud. Là-bas, c'était climatisé, on était bien. Il y avait de l'espace, c'était spacieux, c'était propre, c'est vraiment un bel aménagement. Puis justement, il me parlait un petit peu du studio, ça a l'air de quoi dans les autres tournois, mais que celui-là était très, très spécial, évidemment, puis que tu peux juste te préparer à ton entrevue, puis regarder du tennis. Puis là, il s'en allait recevoir Ayala, qui venait juste de battre Swiatek. Donc, on est arrivé sur le studio, on a jasé, on parlait de plein de choses, même pas de tennis. Et là, Jim Courier, qui était là, est tellement sympathique, comme s'il nous connaissait depuis toujours. Vraiment super authentique, naturel. Il nous posait des questions. Puis là, il nous a quasiment forcé à s'asseoir sur les chaises, à prendre les micros.
il voulait prendre des photos de nous avec des angles différents, puis il était vraiment comme super accueillant, super gentil, puis je pense le fait aussi qu'on était des amis de Steve et tout ça, il nous a traités vraiment comme de la famille, puis c'est lui-même qui l'a dit. Il dit « Anything for our friends, you're always welcome here ». Vraiment une très, très bonne personne, une belle rencontre. Puis, j'ai déjà hâte de peut-être les revoir dans les tournois ou de reconnecter avec eux parce que c'était vraiment une belle expérience. Mais là, tu as-tu offert en échange de « You can come to Sur la ligne studio ». Pas encore. Je travaille là-dessus tranquillement. Je pense que là, on a eu l'introduction. Prochaine étape. Courier toujours bon en entrevue. Souvent, c'est lui qui est sur le terrain en Australie. Il est vraiment très bon, très smart. Puis, vraiment. C'est très grand joueur. Hein. Puis là, il prenait des photos de Gracia, Steve et moi. Puis là, moi, je me disais dans ma tête, moi, j'aimerais ça prendre une photo de lui qui prend une photo de nous parce que c'est incroyable quand même qu'un joueur de la sorte, une personnalité connue comme ça. Un des plus grands. Puis justement, on est sortis, puis Steve nous a envoyé une capture d'écran de derrière la caméra pour nous dire « Wow, beau moment ». Donc, c'était vraiment spécial. Puis j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que je remets les pieds dans ce studio-là ou que je rencontre ces gens-là parce que c'était vraiment spécial. 2 choses. 1, good thing happened to good people. Hein? Parle comme ça. 2, c'est sûr que tu vas remettre les pieds dans un studio de télé. Si c'est pas celui-là, ça va être dans un grand studio en français, peut-être même en anglais, tu pourrais travailler. Charlotte, tu es née pour faire ça. Puis nous, on est comme ton Granby. On est ton tremplin pour toi. Puis on va tellement être fiers de toi quand tu vas être rendu là. Puis tu ressortiras la clip, cette clip-là pour dire que... Mais on te garde encore pour 2-3 ans. Super. Non, mais je suis là encore. Je serai toujours là. Je vais jamais... À 100 000 par semaine. Ouais, comme avec le salaire que je fais. Exact. C'est pas gênant. Je suis pas là pour partir. Merci, Chaos Sport. Exact. Mais c'est quoi tes plus beaux souvenirs comme joueuse Wimbledon? J'ai regardé, j'ai trouvé finalement ton profil junior. C'est en Australie où tu as eu les meilleurs résultats chez les juniors. Mais je regardais quand même, t'as-tu des souvenirs comme joueuse ou comme fan peut-être sur le terrain, des matchs que tu as vus là-bas? C'est sûr que Wimbledon, c'était vraiment spécial. Dans tous les tournois que j'ai joués, c'est lui que je me rappelle le plus. Mon père était venu aussi, ma meilleure amie était venue. J'avais joué la fille qui avait gagné le tournoi. J'avais échauffé Pliskova avant son match parce qu'on avait notre agent était le même puis il m'avait dit « Hey, on a besoin d'une gauchère, elle va jouer une gauchère, veux-tu venir l'échauffer? » Bien sûr que je veux venir l'échauffer. Donc déjà là, c'était une expérience incroyable. Rencontrer une personne vraiment sympathique aussi qui était d'une générosité incroyable. Qui s'en allait jouer un match, mais qui était... qui me posait des questions puis qui s'intéressait à moi. J'ai vraiment eu un moment incroyable avec elle aussi. Donc, je pense que toutes ces petites choses-là, on avait loué une maison à Wimbledon avec mon père. On était comme vraiment dans l'intimité du village. Puis, c'est ma première fois à Londres. Donc, je dirais que de jouer sur gazon aussi, c'est assez spécial. T'aimais ça? Surface rapide? Oui et non. Je savais pas à quoi m'attendre parce qu'ici au Canada, on n'en a pas vraiment. Non. On en a, je pense, juste un, puis c'est privé. Bref, c'est difficile d'arriver sur une nouvelle surface complètement différente qui a des effets quand même assez drastiques. Là. C'est comme la balle reste basse, la balle glisse, elle bondit pas. Moi, je suis grande, donc il fallait vraiment que je me baisse. Je faisais pas nécessairement beaucoup de slice dans ce temps-là. Donc, tu sais, il aurait fallu peut-être que je vienne au filet davantage. J'ai aimé l'expérience. Je suis très contente de l'avoir fait. J'aurais aimé ça pouvoir me pratiquer plus avant d'arriver au tournoi. C'est pas long, hein, la période sur le gazon. Ça va vite. J'ai trouvé le match dont tu parlais contre Danilovic. 2e tour à Wimbledon. Et là, malheureusement, c'est elle aussi qui t'avait battu à Roland-Garros le tournoi d'avant. C'est en bête noire! Vous prenez votre revanche que je suis partie là, en voyage. Là, tu fais juste me donner mes défaites. Ah non, mais attends. Avant, tu as joué Badosa en 2015 à Roland-Garros. Elle a gagné le tournoi. Bon, tu vois, le 3e tour. Mais Rybakina au US Open. Elle a gagné le tournoi. Ben voilà. Bon, tu vois, mais tu t'étais retiré. Tu étais blessé peut-être? Oui, j'étais blessé. Ah, c'est ça. Mais quart de finale, très beau quart de finale en Australie, 2015. Mon premier grand chelem. Exact. C'est un beau baptême. Partait bien. Pas gênant, comme on dit. Et dans ce tournoi-là, tu as battu Louis Stéphanie.
Ah! qui vient tout juste de faire la finale à Wimbledon Avec en double. Dabrowski. Ouais, Avec exact. Dabrowski. Hey, justement, parlons-en de Wimbledon, parce que Ben oui. on fera pas un épisode sur Charlotte toute l'année. Non, Mais merci. avant On fera une de- édition spéciale. on devrait faire un épisode Ouais. juste Charlotte. Ouais. D'ailleurs, nos codes d'écoute vont monter comme ça, parce qu'elle est excellente. Ça, c'est un. Mais avant qu'on parle de ça, je dois te demander aussi, comment vas-tu, comment te portes-tu, mon cher Ça Hugues, va après bien. ça? On n'est jamais arrivé au Non, jour non, à c'est- Hugues. J'ai on est pris parti- tout l'espace. Regarde, tu prends l'espace qu'on te donne. Et ça va bien. Écoute, quand Wimbledon finit, c'est signe que le prochain gros tournoi, c'est l'Omnium Banque Nationale. Exact. Et anecdote, en partant du stade, il y a 1 heure, je croise Gabriel Diallo. Donc, le premier joueur à arriver sur le site, Gabriel Diallo, vous le savez, en premier sur la ligne. Donc, moi, je suis de bonne humeur. Là. Quand le site commence à s'animer, ce site qui est installé en 2 semaines, la promenade du sportif, les fan zones, Food and Bev, tout le monde, quand on arrive, c'est un site 5 étoiles. C'est vraiment très beau, l'Omnium Banque Nationale. Mais là, c'est en train de se créer dans les 2 prochaines semaines. Puis, ben, ça va bien. On y sera. L'équipe Ben oui. de Chaos Sport Oui. et l'équipe de Sur la ligne sera là à tous les jours du tournoi. Vous pouvez en prendre note. On va faire des épisodes comme on a fait dans les dernières années, le matin où on va mettre la table. Et cette année, comme Charlotte n'aura pas les mains pleines, elle va pouvoir venir plus souvent qu'autrement jaser avec nous. Et on est en train d'évaluer la possibilité de faire des matchs en direct comme on l'a fait l'année passée. On n'a pas de promesse qu'on ne peut pas tenir, mais il y a des bonnes chances que ça arrive si on est On vous capable tient au courant. de le faire. Mais on y sera là et ce sera, à mon avis, à moi, la couverture la plus importante qu'on aura fait de l'Omnium Banque Nationale. Et c'est pas peu dire comparé à ce qu'on a fait l'année passée. Ouais. Je salue Cédric au passage qui nous a aidé l'année passée. Et parlons-en avant de tomber sur l'Omnium Banque Nationale. Tu parlais du dernier tournoi avant l'Omnium Banque Nationale. Ben, c'était Wimbledon et c'est la conclusion. Et Et non après- le moindre. et après tout ce temps, ben, on va commencer le contenu de l'épisode. Peut-être qu'on devrait dire aux gens de skipper la première partie si vous voulez juste entendre parler de résultats et de tennis, mais faites pas ça. Charlotte et Hugues sont bien intéressants. Pourquoi pas? Commençons à tout seigneur tout honneur. Je vais y aller avec Yannick Sinner parce qu'il y a moins à dire, je pense, du côté des hommes. Je pense que c'était quasiment plus intéressant du côté des femmes. Quoique Sinner, on se disait peut-être qu'il y aura une autre surprise. Tu parlais, toi, Hugues, je m'attends à voir un peu comme Roland Garros, finalement, pas en tout. Sinner qui reprend exactement là où il avait laissé. 2 fois champion, un 5e titre du Grand Chelem avant 25 ans. Je vérifiais les chiffres. Il n'y a que Nadal qui a fait mieux. Puis là, lui, c'est pas juste parce qu'il gagnait Roland Garros à chaque fois. Mais c'est plus que Federer qui en avait 4. Défend son titre. Il défend son titre Ouais. et c'est le même nombre de titres Grand Chelem avant 25 ans que Novak Djokovic. Alors, c'est dans cette classe-là qu'il est présentement. Exceptionnel. Il a fait un beau tournoi. Il y a eu une histoire conte de fées avec Ferry de l'autre côté du tableau. Fairy tale. Ouais, le Fairy Tale de Ferry, joueur anglais, wildcard. Donc, ça a amené un petit peu de piquant sur la quinzaine. Le beau parcours de Félix pour nous, un des plus grands matchs. Donc, Djokovic l'a dit lui-même qu'il a pu jouer. On va en parler. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Wimbledon. Mais bon, effectivement, il manque Alcaraz. Alcaraz qui se retrouve ce matin au classement au 3e rang mondial. Zverev est passé devant. Mais Sinner est le numéro 1 incontesté Il y a en ce que moment. 3 défaites cette année. Charlotte, quoi penser de cette Incroyable. victoire-là? Une autre victoire de Sinner semble pratiquement invincible depuis 2 ans. Mais on dirait que je suis surprise, mais pas surprise. Il est à part. On en parle souvent au balado. Lui et Alcaraz, je pense que Sinner démontre aussi que de plus en plus, sur chaque surface, il est capable de dominer. Puis malgré, bon là, on parlait du fait que peut-être sous la chaleur, avec la température, il y avait un bémol de ce côté-là. Ça a été. Il a fait chaud à Londres, j'y étais, je vous confirme. Puis on sait qu'il y a eu une vague de chaleur en Europe en général. Puis c'est sûr que moi, si je suis dans l'équipe de Sinner ou je suis Sinner moi-même, sachant ça, ben je fais tout en mon possible pour bien récupérer, bien m'hydrater, bien me mettre dans les conditions idéales pour pouvoir passer à travers peut-être ce petit défi-là que j'ai de gérer lorsque la température devient un petit peu plus chaude, le match devient un petit peu plus serré. Je pense qu'il le fait bien, puis il montre encore une fois qu'il à part, il y a une facilité, il y a un talent qui est au-delà de ce que les autres sont capables de gérer en ce moment. Puis je pense que ça va continuer, honnêtement, à le voir aller. C'est pas
c'est pas la fin pour lui. Déjà, là, il enchaîne les grands chelems, puis ça va continuer selon moi. Tu me le disais un petit peu plus tôt, Charlotte, je suis d'accord avec toi. Dès qu'il se fait pousser, il monte de niveau à chaque fois. Donc, on ne sait pas où est sa limite encore. Zverev a fait un beau match. C'était un très beau match de 3h40 à peu près. Puis Zverev a quand même réussi à aller chercher un set. C'est sa 10e défaite de suite contre Sinner. Mais Sinner, à chaque fois qu'il est poussé, on dirait qu'il y a une vitesse de plus. Il y a un niveau supérieur. Même Zverev l'a dit, il a montré encore aujourd'hui pourquoi il est le meilleur au monde. Ouais. Puis même après avoir perdu le premier set au tie-break, il aurait pu avoir une fébrilité, une fragilité quelconque, un stress. Non, il a juste augmenté son niveau, augmenté la cadence. Puis même vers la fin, là, je le sentais relâché, je le sentais en confiance. On dirait qu'il n'y a rien à son épreuve, même avec quand il avait été retiré pendant quelques mois, il est revenu, il semblait à l'aise. Il y a une belle mentalité aussi. Je le voyais parler avant son match de dire que c'est une belle opportunité, peu importe si je gagne ou si je perds. C'est un beau moment que je vais vivre aujourd'hui. Donc, je pense qu'il vit bien avec la pression et les finales, les moments importants, puis ça paraît dans les résultats. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à dire de plus parce que j'ai l'impression qu'on se répète à chaque semaine dans le cas de Sinner. C'est pour ça que je disais dans un sens, c'est moins intéressant. Pas que l'exploit sportif n'est pas intéressant, mais des fois, je me demande si, on ne fait pas juste comme une autre victoire pour Sinner. Comme là, c'est une année complètement folle. Là. Je veux dire, il ne perd pas. Là. Il y a 3 défaites cette année, là, puis il gagne, gagne tout le temps. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont dans des périodes de temps où ils sont comme invaincus quasiment. Il y a eu Djokovic pendant un petit bout, Federer. Là, c'est vraiment Sinner, puis on voit qu'Alcaraz l'était aussi, mais je pense qu'il n'y a pas la constance que Sinner pourrait avoir par la personnalité qu'il a, par le calme que Sinner dégage. Ils sont très, très différents. Puis je pense que Sinner, à moins qu'il y ait quelque chose une blessure ou quelque chose qui se passe, je pense qu'il est là pour rester puis pour continuer de gagner. En plein contrôle. Est-ce qu'il part grand favori à Montréal? Je pense que oui. Là, il va sûrement prendre quelques semaines de vacances ou quelques jours de vacances avant d'arriver à Montréal. Mais, il a joué dans les dernières années à Montréal. Oui. J'ai l'impression qu'il va être là. Oui, il y avait une défaite quand même surprise contre Roublev, je pense encore, il y a 2 ans, quand il était venu, qui était largement favori, mais il s'était fait sortir. Je pense qu'il aimerait bien le gagner. Mais oui, il va arriver favori, c'est certain. Mais sa prochaine défaite, elle va être à Montréal. Ah! Je te le confirme. OK. Et elle va venir soit en demi-finale ou en finale. Ça va être aux mains de Félix. Écoute, là, tu t'écris le scénario de rêve, là, post-Mboko 2025, Félix 2026. Tout le monde en parle sans vraiment oser... Félix, on a besoin de toi sur la ligne. C'est là où je vais en venir. Victoria et Eugénie, par ailleurs, l'année passée, a été une locomotive incroyable pour sur la ligne. Tout à fait. Et là, Félix, c'est ça. C'est le fun qu'on ait un autre compte de filles. Mais il s'était rendu loin quand même, Félix, l'année passée. C'est-tu l'année passée? Ah non, c'était à Montréal, il y a 2 ans, qu'il avait fait une bonne ride, là. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! C'est jamais facile de jouer à la maison, par contre. Non, c'est vrai. Mais toi, tu l'as fait. C'est comment? Tu l'as joué, ce terrain-là. Beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Exact. Il y a quand même l'énergie de la foule qui peut t'aider, mais ça reste que tu sens la pression des gens qui viennent te voir, qui veulent que tu gagnes. Comme tu dis, la pression médiatique, les demandes d'entrevues et tout ça. Donc, c'est jamais facile, mais en même temps, ça peut être un bon tremplin, comme on l'a vu là pour Ferry, qui a comme... s'est rendu en demi-finale quand il était même pas dans le top 100, 114e. Oui, 114. Donc, ça peut être bien si tu es capable de bien gérer la pression. Et là, ça fait plusieurs fois qu'il joue, donc peut-être que Félix... Puis on en a parlé, moi je trouve que Félix, il passe un cap en ce moment. Changement de coach à venir, on va voir ce que ça va donner. J'ai beaucoup aimé son Wimbledon. Là, il est prêt à partir pour une autre coche, là, parce que c'est drôle de dire ça. Il est 4e mondial, 3e favori des tournois en ce moment, mais il manque ce fameux Masters 1000 ou ce fameux Grand Chelem. Et là, je pense que mentalement, il est mûr et il semble prêt pour la prochaine étape. Il arrive de plus en plus près, je pense. Moi, son match contre Djokovic, c'est un de ses plus beaux matchs que je l'ai vu jouer. Du côté mental, de pouvoir saisir les opportunités, ça a passé à très peu. Puis on le sait que Djokovic, dans ces moments-là, il est à son meilleur. Il est à son meilleur. Donc,
tu joues contre le meilleur de tous les temps et tu le sais qu'il est reconnu pour élever son niveau dans des moments... Il est chirurgical. Sa précision dans les moments les plus importants, c'est unique, ce qu'il a réussi à livrer Djokovic. À 39 ans, dans un match de 5 heures. Il m'a impressionné. Moi, je pensais que si tu compares les deux, un jeune de 26 ans, un autre de 39 ans, un 5e set, en Grand Chelem, quand t'es rendu comme ça en deuxième semaine, donc t'as de l'accumulation de fatigue, tu croirais probablement que c'est le plus jeune qui va passer. Mais il continue de nous surprendre puis de nous faire mentir. Je voulais parler de Novak et Félix après la finale des femmes, mais là, puisqu'on y est pas mal déjà dedans, on va continuer comme ça. Et je veux qu'on écoute ce que Djoko a dit après la rencontre sur son match et par de biais ce qu'il dit sur Félix. It certainly does. It certainly does. You know, I was telling the kids to go to sleep after the fourth, but they didn't want to listen. And I'm glad they stayed because it was honestly one of the best matches I was part of on this court in my career. And alors, si vous n'avez pas compris, en gros, je vais traduire, il dit c'est un des plus grands matchs de ma carrière. Et là, on parle du plus grand joueur de l'histoire qui vient de dire c'est un des plus grands matchs de ma carrière. Il a eu des matchs épiques parmi les plus grands matchs de l'histoire du tennis. Ouais. Et là, ça en dit long, oui, sur Djoko à 39 ans, mais ça en dit long aussi sur Félix. Ouais. Parce que pour avoir un des plus grands matchs, pour avoir ce niveau d'intensité-là, ça prend un adversaire qui répond devant toi. Et là, on se rend au bris d'égalité, au 5e set, dans un match où tout le monde se pète la tête sur les murs, là, entre guillemets, là, en disant « Wow, quel match! Ouais. » Et moi, je trouve que ça dit sur le fait que Félix, il est peut-être rendu là. Oui. Il est rendu dans ce calibre. Il est 4e mondial. C'est ce que je te dis, Alex. Si Félix se dit après Roland Garros qu'il n'était pas le joueur qu'il voulait être ou qu'il souhaitait être, après cette finale-là, je pense qu'il peut dire qu'il est rendu là. Il est rendu le joueur il manquait tellement pas grand-chose, là. Ça s'est joué dans la diagonale du revers, là, spécifiquement. Quand il réussissait à contourner, il faisait les points. Mais c'est là que Djokovic a réussi, dans les moments les plus importants, à la fin du 5e set, d'avoir cette balle dans un pied carré du côté du revers de Félix Auger-Aliassime. Mais là, Félix est rendu à cette étape-là où je pense qu'il peut rivaliser avec les meilleurs. Mais je pense que Djokovic avait aussi l'expérience pour gérer peut-être ces moments-là plus que Félix à ce moment dans sa carrière. Mais moi, je l'ai jamais vu monter son niveau comme ça dans des moments clés. Ouais. Des moments stressants. Habituellement, je le sens Félix, des fois peut-être un petit peu plus fragile, Félix. Et là, j'ai senti au contraire qu'il prenait les risques, qu'il y allait et que ça fonctionnait. Il m'a vraiment... je l'ai trouvé époustouflant. Puis j'espère que ça va être juste le début de ce qui s'en vient. Juste la pointe de l'iceberg pour lui de continuer dans cet élan-là parce que c'est juste ça qui lui manque. Exact. C'est ce petit côté-là. C'est pas le talent, c'est rien de tout ça. Ouais. On le voit là, avec son classement. De toute façon... Il y en a encore pour une dizaine d'années, Félix. Ouais. Il va être encore sur le circuit pour dire garde Djokovic, il est où, là? Ouais. À 39 ans. Je ne dis pas qu'il va avoir une carrière à la Djokovic, mais il a encore une dizaine d'années devant lui. Puis à ceux qui diront c'est un Novak en fin de carrière, peut-être c'est vrai, mais il reste que c'est un match de demi-finale à Wimbledon. Ouais. Donc, théoriquement, c'est 4 des meilleurs joueurs au monde qui sont là. Ouais. Puis Novak Djokovic, peut-être qu'il a plus exactement le même niveau ou le niveau de Sinner présentement, mais c'est un grand joueur encore aujourd'hui. Il n'y a personne qui regarde le tableau et qui voit Djokovic dans le tableau et qui fait comme... Parfait, on passe. Il est dans les meilleurs au monde. Ben oui, il est encore dans les meilleurs au monde. C'est même pas discutable. Et je veux qu'on écoute aussi la clip de Félix et surtout, regardez dans quel état il était au début de la conférence de presse. Good evening. Welcome to the press conference for Felix Auger-Aliassime. Please raise your hand if you would like to ask a question. Felix, really tough defeat for you there. Just give us your thoughts on the match. Yeah. Sorry, I'm a bit dizzy. Take your time. Yeah, I'm okay. Yeah. Look, I mean, to make it brief, amazing fight, amazing battle with a legend of our sport. So, it is what it is. Obviously, it's tough for me.
quarters in Paris. Here, I had other chances in my career where tight matches like this didn't go my way. So I'll have to see what I can do. So it goes my way the next time. But for now, can be proud of the fight and then I move on to what's next. Alors, il a demandé au départ d'être un petit peu de temps parce qu'il était étourdi. Tu sais, ça en dit long, là, sur peut-être l'effort physique qu'il venait de faire. Puis on parle d'un des plus grands athlètes au monde en ce moment, là, Félix. T'es en forme. Là, super athlète. Toi puis moi, 5 heures de temps, ça se peut qu'on soit étourdi. Là. Regarde, je te confirme, ça se peut que moi, Charlotte, non. Mais toi puis moi, oui. mais puis, et par la suite, il a dit, je suis quand même fier de ce résultat-là. Il n'y a rien d'autre que je peux faire à part passer à autre chose. Mais moi, il y a un clip qui m'a accroché parce qu'il dit, I'll have to see what I can do. So it goes my way next time. Je vais devoir trouver ce que je dois faire pour que je puisse gagner ce match-là la prochaine fois. Et là, moi, je me suis dit, est-ce que c'était le premier step pour dire, c'est l'entraîneur qui va sauter? Charlotte, t'en penses quoi? Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire ou il parlait plus techniquement par rapport à son jeu? Je pense qu'il parlait plus profondément. Tu sais, comme en général, je pense qu'il va faire une analyse profonde de ce qu'il aurait pu, à certains moments, faire différemment, penser différemment, changer. Je sais pas si c'est technique dans son mouvement, dans sa façon de gérer le point, tactiquement, ses décisions. Je pense que il en a laissé aller peut-être des matchs où est-ce qu'il sentait qu'il était proche. On en a tous déjà laissé aller. Puis je pense que c'est là qu'il est rendu de voir qu'est-ce que je peux faire qui peut faire la différence. Je pense que le changement d'entraîneur est décidé depuis déjà un bout, selon moi. Puis, je pense pas que c'est une question de... Il a pas perdu ce match-là à cause de son entraîneur. Donc, je pense qu'il veut aller plus en profondeur dans qu'est-ce qu'il peut faire différemment pour la suite. Pour citer... pour citer Marc Messier dans l'ancien compte, lui, il disait... Un entraîneur peut pas gagner le match, mais il peut le perdre, par exemple. Je viens de ça. Mais au tennis, je pense pas que c'est le cas, honnêtement. T'as beau avoir... À moins que tu aies un plan de match complètement pas rapport, mais au tennis, tu sais... Non, après 10 ans, je pense que... Ouais, tu sais... Si c'est un nouvel entraîneur, puis ça marche vraiment pas, puis ça chamboule ton jeu, c'est une chose, mais il y avait une belle chimie, un bel équilibre. Puis à moins que ce soit un joueur qui sort de nulle part... Les gars sont pas surpris de ce qu'ils voient sur le terrain. Ils savent, oui. Tu sais, Félix, mettons, il s'est fait attaquer sur son revers. Là. Il sait qu'il va se faire attaquer sur son revers. Là. Il est pas surpris que l'autre... Federer, il savait qu'il se faisait attaquer sur son revers quand il jouait contre Nadal. Il était pas surpris de ça. Ils ont pas besoin de le coach pour leur dire ça. Ils les voient, les gars, où ils ont... Tu sais, c'est ça. Félix a joué quelques reprises là, contre Novak. Il sait là, qu'est-ce que... Oui, puis on revient sur à quel point Djokovic a été incroyable. Félix a tenté souvent de contourner son revers. Il réussit à slicer à un moment donné pour ralentir un peu l'échange. Il a contourné son revers, aller en coup droit décroisé. Il a fait beaucoup de points comme ça. Donc, tu voyais qu'au niveau tactique, il savait ce qu'il voulait faire, quel schéma il voulait faire. Mais Djokovic lui donnait pas la chance de le faire tellement il était bon. D'ailleurs, j'ai fait une petite quote sur Marc Messier qui a décédé cette semaine. On l'a eu, nous, au podcast. Il est venu l'année passée à la Banque nationale. Peut-être en profiter tant qu'à ça pour toutes les sympathies à toute la famille, les amis. Puis c'était vraiment cool de l'avoir. C'est un bon joueur de tennis, un gars qui a joué. Un fan de tennis, un vrai ami du tennis québécois, je dirais. Puis il nous a fait l'honneur de venir Sur la ligne. Il avait fait une entrevue avec toi. Puis c'est cool qu'une légende de la télé québécoise. Un grand Québécois. Je dis légende, c'est même pas exagéré. Là, je dirais même le meilleur de nous-mêmes. C'était tous les gars québécois se reconnaissaient dans lui un peu. Comme personne et comme acteur, hein? Oui. Ouais, vraiment. On l'aimait beaucoup. Et puis, tu sais, je veux dire, c'est ça. Il va passer à l'histoire comme un des plus grands acteurs de l'histoire du Québec. Et il est venu nous jaser de tennis comme Roger Bontemps. Hein? Salut Marc. Salut Marc. Bon, cela dit, on n'avait pas terminé notre recap des finales. On a parlé de Félix. Je veux qu'on revienne sur cette victoire, je pense, surprise de Linda Noskova. Par contre, il y a quelqu'un, je sais pas qui, il y a 2 semaines, qui a dit « T'as-tu remarqué qu'il y a beaucoup de checks dans le tableau principal? » Là, ils avaient compté en nom. Cette personne-là, visiblement, avait du flair. Et là, on se retrouve avec une finale 100% check. Ouais. Bon, bravo Alex, il faut le dire. Ah, c'est ça, c'était moi! Je me souviens plus qu'il l'avait dit.
Je pense qu'il y avait 8 Tchèques dans le Ouais, tableau. je pense que c'était ça, j'avais dit. Ouais. 8 Tchèques. Il faut Exact. t'envoyer des fleurs quand même. C'est ça. Une fois de c'est temps parce- en temps. Mais c'est parce que c'est moi qui anime, fait que c'est un peu C'est bizarre ça. si moi je Ouais. les envoie moi-même. Tu sais. On- Parce que on- je viens un peu de faire. bien vu. Tu l'as fait comme par la bande. Ouais, tu sais, un peu narcissique. Un petit peu assisté C'était par subtil, Hugues. C'était mais- parfait. C'était bien fait. Je vous ai setupé le miroir. T'avais pas tort, quand même. Ouais. 2 Tchèques en finale, puis il y avait aussi Marketa Vondrousova il y a 2 ans qui avait gagné. Mais donc- là, elle joue pas le tournoi. Elle Ouais, elle joue pas le tournoi. Elle n'en jouera pas beaucoup Elle dans les 4 jouera prochaines pas. années. Ouais, c'est ça, malheureusement. Ça, c'est un autre sujet. Mais quand même, moi, je serais fière si je venais de ce pays-là pour ce Mais match-là. du côté c'est des quand même, femmes, c'est impressionnant. là, Vraiment. des Fed Tchèques, Cup, Billie Jean King Cup, On en elles ont gagné parlait. à plusieurs reprises. Oui, on en parlait Ouais. justement dans cet épisode-là. En simple, en double, elles sont bonnes. Mais, tu sais, de tous les Tchèques, là, tu sais, les Krejcikova, tu sais, qui ont gagné les grands chelems dans les dernières années, tu sais, c'est peut-être pas Noskova. Ben, Noskova, on l'attend déjà d'un petit bout. On savait qu'elle avait un bon talent. Mais, puis Mokova, elle avait déjà fait la finale à Roland Garros. Mais de tous les Tchèques, je suis pas sûr que c'est celle qu'on attendait là. Est-ce que je me trompe? Non, même moi, quand elle était encore de finale puis en demi-finale, je mettais pas mon argent, en guillemets, sur elle. Ouais. Plus Mukova Ouais. que elle, Moi plus aussi. Kostiuk que elle. Même Osaka, je trouvais qu'elle avait une bonne lancée. Ouais. Mais écoute, elle a 21 ans, puis elle est vraiment, vraiment impressionnante. Elle frappe tellement fort, Ouais. elle est tellement puissante. Je la voyais pas venir, mais elle a une année quand même assez impressionnante. Très jeune aussi pour être capable d'avoir des résultats de la sorte. Mais je suis déçue quand même pour Mukova qui a une deuxième finale, Ben oui. qui perd pour une deuxième fois, qui a quand même 29 ans. Donc, tu sais, peut-être moins de chances de faire d'autres finales qu'une Noskova, mais c'est très, très bien mérité pour les deux. Elle a échappé 5 balles de match au deuxième set. Charlotte, je parle à la joueuse. Comment on se remet de ça? Parce que tu te dis 5 balles de match, je perds finalement le set, on sort dans le troisième set. Il y en a peut-être qui se seraient complètement écroulés après ça. C'est difficile. C'est difficile, honnêtement. Un gros titre comme ça, sont plus gros en carrière. Ouais. Donc, ça peut changer complètement le cours de ton tennis, de ta confiance en toi, de voir que tu étais si près. Pour moi, 6-2, 5-2, 40-15, il n'y avait pas de match. Il y avait vraiment... Je trouvais ça dommage, parce que je me suis dit, une finale féminine, puis c'est pas vraiment C'est pas bon pour le serré, tennis. Ouais, donc c'est ça. il n'y a pas de spectacle. Ouais. Et là, finalement, c'est drôle parce que je suis partie à 5-2, 40-15. Je suis allée faire d'autres choses. Je me suis dit, bon, ça va être fini. Je vais regarder la réaction, puis tout ça, puis les discours. Finalement, ça a changé. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'elle a été très, très bonne. Une force incroyable d'être capable de recommencer dans le troisième, puis de remettre les idées en place, parce que c'est sûr que ça doit toujours être dans ton esprit de dire... Ça aurait pu être terminé, j'aurais pu être championne de Wimbledon, je devrais plus être sur le terrain en ce moment. Tu le sais que rendu là, c'est que les nerfs ont pris le dessus. Ouais. Donc, je pense qu'un gros bravo à elle d'avoir été capable de mettre ça de côté puis de remettre la main à la pâte, de se concentrer sur ce qu'elle devait faire pour gagner. C'est vraiment pas facile. Elle a eu beaucoup de résilience parce qu'elle a aussi fait face à une balle de match contre Sistea plus tôt dans le tournoi. Alors, c'est une fille qui aurait pu... Tout aurait pu arriver. Là. C'est un parcours assez intéressant, puis c'est une preuve de peut-être sa force mentale à Linda Noskova qui a que 21 ans. Et par ailleurs, elle est la plus jeune joueuse en 15 ans à remporter le Wimbledon. C'est vous qui était la précédente? C'est Pliskova? T'es proche. Elle a déjà battu Eugénie en finale à Wimbledon. Azarenka? Vitova. Vitova. C'était Ouais, Vitova. Vitova. C'est une autre Ouais. Tchèque. Oui. Elle est la ça. plus jeune depuis. Et là, Je le savais en plus. eh ben, je sais que tu le savais. Je le C'est peut-être savais. juste. Mais Pliskova, t'étais très proche. C'est le décalage horaire. C'est exact. Mais je sais que tu le savais. Et là, on est en train de se dire, ben, Colin, est-ce que les Tchèques ont complètement pris d'assaut Wimbledon? Ouais. 2023, Vondrousova. 2024, Krejcikova. 2025, Swiatek. 2026, Noskova en finale contre une autre, Mukova. 3 des 4 dernières éditions remportées par le tennis tchèque. C'est quand même assez... Tu sais, on parlait là, de la profondeur, mais là, c'est 3 Une c'est domination, 3 championnes Ouais. à Wimbledon, le tournoi le plus prestigieux au monde, Ouais. à part l'Omnium Banque Nationale. Mais je pense que c'est leur style de jeu aussi. Les Tchèques, ils jouent Oh. très plat, Ouais. très Puis ça fort. aide sur gazon. Ouais. Oui. Oh, intéressant. Oui, puis elles sont capables aussi de varier beaucoup. Tu vois, Krejcikova qui Ouais. fait beaucoup de slice, qui Ouais. vient au filet, qui est bonne en double aussi. Donc, Exact. on voit là, elle a des habiletés. Même juste pour Mukova.
elle joue un petit peu plus comme... j'aime pas ça dire ça, là, mais comme un gars, entre guillemets. Donc, elle est capable de vraiment lever la balle, faire des slices, monter au filet, vraiment changer le rythme. Ce que pas toutes les joueuses sont capables de faire. Puis j'ai l'impression que peut-être les Tchèques sont puissantes, jouent plat, jouent bas, jouent dans le rebond, jouent vite. C'est une manière qui ont été de se développer. On le sait, par exemple, les Espagnols, c'est peut-être plus sur terre battue, ou est-ce qu'on... Moins de rythme un peu. On lève la balle, les échanges sont longs, on spin beaucoup, on glisse. Mais je pense que le style de jeu des Tchèques, probablement, qui s'adapte bien au gazon. On parlait que c'était 2 Tchèques en finale. C'est jamais facile d'affronter ses amis. Écoutez ce que Muchova a dit après la finale. It's really tough to find any words, but I'll start with Linda, my ex-friend. I'm kidding, obviously, kind of. Elle a dit à mon ex-ami, évidemment, c'est toujours décevant de perdre, ça peut être encore pire quand on perd contre une amie, évidemment, elle l'a dit à la blague, mais pas... Ça l'a fait rire. Ouais, ça a fait rire toute la foule. C'est un bon moment. Vous avez pu l'entendre, mais toi, Charlotte, t'as joué beaucoup de tes amis, t'as affronté Bianca, notamment, moi, je me souviens, c'était la finale à Repentigny chez Junior. C'est comment jouer ses amis? C'est difficile, mais je pense qu'il y a une compréhension mutuelle entre notre expérience de jeu et de compétition depuis qu'on est jeune, que tu peux être ami à l'extérieur, mais qu'une fois que tu as les pieds sur le terrain et que ça commence, c'est chacun pour soi, chacune pour soi. Et tout le monde veut gagner, tout le monde fait beaucoup d'efforts, de sacrifices pour sa propre carrière, pour réussir. Et c'est pas une question de « je t'aime plus » ou « je t'aime moins ». C'est juste d'être professionnel, de jouer son match avec respect, avec dignité, et ensuite, on peut aller souper, on peut aller jaser, mais c'est difficile de faire la part des choses parfois, parce que... Oui. Tu viens de perdre, là, ton ami a beau te dire « Ah, regarde, better luck next time », t'as juste le goût de la puncher d'en face. On est toutes très compétitives, et là, des fois, tu te dis « cette personne-là que j'aime tant, qui est venue entre moi et mon objectif... » Ton rêve, même. Exactement. Oui, ça peut être financier, là, des points, il y a plein de choses en jeu. Là. Surtout là, en finale de Wimbledon, par exemple, pour Muchova, elle doit se dire je t'aime bien, mais en ce moment, c'est ça qu'elle a dit aussi. Mettons, là, toi, tu pars contre Bianca en finale. C'est quoi la dynamique 1 heure après la finale? Êtes-vous ensemble? Prenez-vous un café ensemble? Jasez-vous? T'es-tu capable? Je pense que ça dépend d'une personne à une autre. OK, mais mettons, je pense que ça dépend d'un moment à un autre. Finale de Wimbledon, c'est sûr que c'est puis en 3-7 en plus, où est-ce que tu sens que tu avais peut-être tes chances. Par exemple, si Muchova était revenue de 6-2, 5-2, 40-15, je pense que Noskova, il aurait peut-être pas envie de souper avec Muchova pendant quelques jours. Donc, ça dépend de plein de choses, mais j'ose espérer qu'on est tous capables de prendre les choses à la légère. C'est juste du sport, c'est juste du plaisir, puis d'être capable de rapidement passer à d'autres choses si tu apprécies bien la personne, de te dire bravo, t'as été meilleur que moi cette fois-ci. Puis... Mais il y en a que tu dis que, mettons toi, là, t'es en finale contre Bianca. C'est drôle parce qu'en 2015, si je me rappelle bien, on s'est joué 2 fois dans des périodes très proches en finale. Puis vous étiez du même niveau à l'époque, là, c'était vraiment le même niveau. Puis c'était dans 2 ITF G1 qui étaient comme juste en dessous des grands chelems. Comme Repentigny. Comme Repentigny. Donc, il y avait eu Repentigny, puis juste avant, il y avait eu Beaulieu-sur-Mer. Puis à Beaulieu-sur-Mer, c'est moi qui avais gagné, puis à Repentigny, c'est elle qui avait gagné. Qui est la plus mauvaise perdante? T'es pas obligé de nous le révéler, mais on devrait ça. Probablement Bianca. Ah oui, j'étais sûr que t'allais dire tout pour la protéger. Non, peut-être. Mais je sais pas. Mais je pense qu'il était. Les deux, vous êtes mauvaise perdante? Ouais, les deux. Les deux, on n'aime pas perdre. Puis je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. C'était même pas dans le line-up, c'est la clip qui va faire. C'est bon, ça. Mais c'est ça qui fait notre force. Si t'aimes pas perdre, c'est là que tu pousses tes limites, puis tu veux toujours gagner, puis t'acceptes pas la défaite. Puis je pense détester perdre plus que aimer gagner. Exact. Il y a beaucoup d'athlètes qui disent
j'aime gagner, mais je déteste encore plus perdre. Tu sais. Mais c'est intéressant. Puis pour vrai, c'est tellement ça que je trouve que tu ajoutes au show. Puis quand tu vas être sur les grands shows à faire des millions de dollars, on va s'ennuyer de cette analyse-là. Mais en espérant qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer rendu là. Mais là, je pense beaucoup trop loin. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir. Je pense que ça fait partie de la culture aussi maintenant de laisser aller après une défaite. Avant, c'était un petit peu plus rancunier, je pense, puis on se parlait pas, puis mais tu sais, c'est ton ami depuis 15 ans, puis je veux dire, peut-être que tu as besoin d'une certaine distance, mais aurais-tu été capable, après ces matchs-là, d'aller souper avec Bianca tout de suite après? Puis de faire comme si, bon, le garde de passer à autre chose? Peut-être pas la soirée même. Besoin d'un petit... C'est pas que tu l'aimes pas, c'est plus que toi, tu as besoin de gérer tes émotions. Je pense que c'est plus comme... adéquat d'attendre peut-être une soirée. Sachez que si vous me battez au tennis, moi, je vais être capable d'aller souper avec vous. À l'omnium sur la ligne. À l'omnium sur la ligne. Puis si je vous bats, honnêtement, laissez votre raquette de côté, ne touchez plus jamais à une raquette. OK? Ça serait c'est noté. Parlant de Noskova, par contre, et je veux revenir là-dessus parce que c'est quand même une méchante belle victoire et je le disais, on l'attendait peut-être pas, mais c'est une autre domination du tennis tchèque et c'est intéressant parce qu'elle était visiblement très émotive après la rencontre et elle a décidé de remercier ses parents et ça a donné une clip qui même, moi, m'a rendu émotif quand je l'ai écouté. Là, je vous invite à écouter qu'est-ce que ça a donné. I want to thank my dad for coming here. For, for my family members coming here, flying here. I know you don't like flying, so I appreciate it. I want to thank all my friends, all my supporters, all my sponsors, all my agents, all my whole team. I want to thank Agata for the best atmosphere manager I could wish for. And I want to thank my coach for being with me, which is not easy all the time, but we have been together for 6 years now, I think, and I'm so grateful for you. I would not be here without you. There's also one more person I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you. Guys, I don't cry normally. This is not okay for me. Elle a évidemment remercié son père. Elle a dit, je sais que tu as peur des avions, mais merci d'avoir volé pour venir nous voir jouer. Puis tu sais, honnêtement, des fois, c'est fou comment est-ce qu'on peut faire pour nos enfants parce que tu dis, bon, si tu as une peur bleue de voler, mais là, tu dis, non, c'est trop important, comme je serais ça intéressant. Et peut-être la partie la plus touchante de la clip, c'est quand elle a remercié sa mère qui est décédée d'un cancer, si je ne me trompe pas, là, il n'y a pas si longtemps. Et tu la voyais très, très émotive. Elle a dit « Je ne serais pas ici sans toi ». Et puis, elle a dédié sa victoire et elle a fait pleurer à peu près tout le monde dans la foule, incluant Martina Navratilova qui était dans le box pour la regarder. Puis il y a quelque chose de magique ou de voir, c'était beau. Une des plus grandes joueuses, Navratilova, qui est là. Qui a un cancer aussi, est en rémission. Là, Chris Evert est encore en traitement. Donc, je pense que ça l'a touché particulièrement. Là. C'est un moment spécial aussi parce qu'elle a perdu sa mère juste avant Wimbledon, je pense en 2024, si je me trompe pas, ou en 2025, juste avant le tournoi. Et là, au même tournoi, est capable de remporter et dédier le tout à sa mère. Puis on voyait que c'est plein d'émotions. Puis c'est ça le sport, c'est ça la beauté du sport. On parlait que il faut garder ça léger aussi, puis il faut que ça soit amusant, mais il y a un côté de
dépassement, puis de résilience, Ouais, puis de... c'est très profond. Là. C'est très profond, Ouais, ouais. puis probablement qu'elle a utilisé ça comme motivation aussi. Ouais. Une journée avant Wimbledon en 2024. Ben, Puis il y a quelque chose de hyper triste, puis ça qu'on rentre dans ma vie trop personnelle, mais il y a quelque chose d'hyper triste que tes parents t'encouragent toute ta vie pour que tu réalises Ton rêve, ton puis ils sont rêve. pas là une fois que tu le réalises. exact. Ouais. Et puis ben, c'est ça. Moi, j'ai perdu mon père dans les mêmes âges. Là. J'avais 20 ans, là, 21 ans, puis tu sais, je vais faire de la télé, puis je suis rentré à RDS 3 mois après qu'il soit décédé. Tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de... C'est vos anges gardiens. Mais ouais, ben, Ils vous aident à accomplir vos rêves, tout- mais d'une manière... Tout le monde dit, tu sais, ils l'ont vu quand même, puis peut-être, mais il y a quelque chose de triste de ne pas pouvoir en profiter avec ces gens-là. Tu sais, de ne pas pouvoir, qu'elle puisse pas s'asseoir avec sa mère, puis qu'elle puisse toucher le trophée, qu'elle puisse goûter au champagne, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de... Mais ça fait... Le sport, c'est de l'émotion. Je vais changer de sujet, mais je vais me mettre à broyer. OK? Ben, félicitations à Noskova parce que c'est une belle victoire et une fois de plus, tennis tchèque. Et elle se retrouve 7e mondiale aujourd'hui, passe du 12e au 7e rang. Elle n'a que 21 ans. Elle est plus jeune que Coco. Est-ce qu'elle rentre dans la discussion pour une des joueuses avec les Andreeva, avec les Coco? Est-ce que c'est une des filles qui va dominer le tennis pour les 10 prochaines années? On dirait que je pose la question à chaque show sur une fille différente. Mais je pense que en comparaison avec Andreeva et Coco, elle n'a pas encore montré qu'elle a la régularité, la constance de le faire pendant plusieurs saisons de suite. Je disais exactement ça à la radio un peu Donc plus tôt. là, elle a une année phénoménale, elle est jeune, c'est incroyable ce qu'elle est capable d'accomplir, le niveau qu'elle est capable d'avoir, mais là, par la suite, c'est est-ce qu'elle peut le maintenir? Est-ce qu'elle peut gérer la nouvelle pression, le nouveau standard qu'elle a su obtenir? Et par la suite, je pourrais dire, oui, Alex, elle fait partie de la conversation. Ça prend plus qu'un. Ouais. Comme Ferry et Schwelinska. Est-ce que ce sera des feux de paille? Exact. Oui. C'est plate à dire parce que ça reste extraordinaire ce qu'ils ont été capables d'accomplir. Ça n'enlève rien à leur exploit, à leur talent, leur potentiel, mais après ça, de le faire mois après mois, saison après saison, c'est une autre conversation. Il nous reste 2 sujets. On va les passer rapidement. Là. Je veux qu'on revienne rapidement sur Félix parce que tantôt, on parlait du changement d'entraîneur. Je lui ai demandé est-ce que ça met la table pour ça. Là, la question que moi, je me pose, tu laisses... Tu sais, il a laissé aller Guillaume Marx il y a quelques années. Il avait gardé Frédéric Fontaine. Là, ça fait une dizaine d'années avec beaucoup de succès. Là. C'est 9 titres ATP. On a beau dire quoi que ce soit de Félix, là, c'est une poignée de joueurs dans le monde qui vont faire 9 titres ATP dans une carrière et qui vont atteindre le top 5 mondial. C'est ça. Alors, c'est énormément de succès quand tu regardes le big picture, comme on dit. Mais là, j'ai l'impression que lui, il va aller chercher juste une petite gear de plus. Mais c'est dur parce que, bon, il est rentré avec le Big Three. Et là, tu as un Sinner Alcaraz qui sont sur une autre planète. Et là, il se dit, ben moi, j'ai besoin d'aller sur cette planète-là. 2 questions. 1, est-ce que le changement d'entraîneur est la solution? 2, qui sera le nouvel entraîneur? Et 3, est-ce le bon moment pour le faire? Quand je dis qu'elle va animer le show éventuellement, là, c'est ça. Non, mais moi, c'est la question que je me posais. Vas-y là-dessus, Charlotte. Par rapport au timing, ça me surprend quand même, parce que c'est juste avant l'Omnium Banque Nationale à la maison. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais moi, je me disais c'est parce qu'il y a du succès présentement. Ben justement, tu as du succès présentement, donc ce que tu fais semble fonctionner, tu as un bon équilibre, tu as une bonne stabilité. Est-ce que tu n'attends pas peut-être après le dernier Grand Chelem de l'année à la saison morte, ou peut-être après le tournoi à la maison qui amène quand même son lot de pression, d'émotions fortes. Exactement. Donc, je suis surprise du timing. Je suis certaine qu'il y a pensé et qu'il est confortable avec ça. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un en tête qui s'est intégré tranquillement et que la transition va être fluide, va être facile. Mais je pense qu'il était le temps. Oui, moi aussi. Puis, écoute, Alex, on en a souvent parlé. Moi aussi, je suis impressionné
fier de Félix avec ses performances depuis quelques années, son 4e rang mondial, mais le tennis, on le sait, est mesuré avant tout par les victoires en Grand Chelem, en Masters 1000, et ça manque à son tableau de chasse encore. Et il peut le faire. Je pense qu'il sent maintenant qu'il est vraiment tout prêt, et cette petite coche-là qui manque pour aller chercher un très gros titre, Masters 1000 ou plus, ben il sait que ça passe par quelque chose d'autre qu'il avait pas dans son arsenal de coach c'est et normal. sa vie en ce moment. Donc, moi, je suis pas tant étonné, mais je suis content qu'il le fasse. J'étais content de sa réaction à Roland-Garros. On a parlé avec Eugène Lapierre aussi. Eugène, il a écrit, il a dit, écoute, je suis trop dur avec toi. Moi, je trouvais ça le fun que Félix se dise, oui, c'est pas ça que je veux, OK? Là, j'aurais pu me rendre en finale à Roland-Garros. Je suis pas là. Je devrais le faire. Fait que moi, je trouve ça très encourageant pour la suite. J'ai très hâte de voir avec qui il va se retrouver comme entraîneur, surtout au niveau mental. On mentionne des noms des fois. Moi, je parle de Brad Gilbert. Il faut quelqu'un qui va lui donner des clés mentales à Félix pour aller chercher ces éléments-là. Je pense qu'au niveau technique et tactique, je pense qu'il le sait. Même dans son match contre Djokovic, on a vu que ses patterns étaient les bons, puis quand il réussissait pas, ben, c'est parce que l'autre était juste meilleur à ce moment-là. Mais je suis hyper excité de la suite pour Félix. Je drop quelques noms. Tu as dit Brad Gilbert. Toi, ça fait des années que tu dis. Ça fait au moins 2-3 ans que tu dis Brad Gilbert, ce serait mon fantasme de le voir avec Winning Félix. Winning ugly. Ouais. Pourquoi pas? Est-ce qu'Andy Murray pourrait peut-être... Il est avec Draper, mais je sais pas si ça va continuer avec Draper. Moi, là, mon feeling, parce que tu parlais de timing, mon feeling, il y a quelqu'un qui est arrivé par en arrière et a dit Félix, je l'ai la solution. Puis là, Félix, après 10 ans, il s'est dit peut-être que j'ai rien à perdre à essayer d'autres. Puis ce qu'il s'est fait dire, ça l'a convaincu. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Andy Murray? C'est un Brad Gilbert? Juan Carlos Ferrero, t'en as parlé. On en parlait hors d'onde. Est-ce que Juan Carlos Ferrero? Parce que là, pour l'instant, il travaille avec Arroyo, qui est 111e mondial. Ouais. Mais il n'est pas comme officiellement son coach. Il est comme préparateur mental ou préparateur physique ou quelque chose. En tout cas, de ce que je comprends, c'est pas une relation. Puis il est 111e mondial. Tu peux très bien qu'ils disent qu'il a parlé à Félix. Puis... C'est un joyau, Félix. Hein? Ben, c'est un joyau. Tu sais, Juan Carlos Ferrero a fait des miracles. Il y a eu des résultats incroyables avec Carlos Alcaraz. Exact. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'un Mouratoglou peut être intéressé à parler à Félix? Ben, je sais que c'est pas ton préféré, mais je drop des noms. Oui. Est-ce que Roger Federer veut coacher? Mais moi, j'ai bien hâte de voir parce que je pense que ça va être... Il faut que ce soit un gros nom, c'est ça mon point. Gros nom. C'est sûr que c'est un gros nom. C'est sûr que... connaissant Félix, ça n'a pas été fait sur un coup de tête. C'est certain. Intéressant. Donc, je pense que ça fait un petit bout que ça se trame, que ça se discute, même qu'il y a peut-être eu une... Il a dit que c'était avant Wimbledon. Il a dit qu'il avait pris sa décision avant Wimbledon. Certainement. Mais là, tu viens de faire une demi à Roland. Tu viens de faire quart à Wimbledon. Mais je pense que c'est normal après 10 ans. Ben oui. Tu peux plus avoir le même discours, la même voix, les mêmes commentaires. Il faut que tu ailles chercher autre chose. Ben oui. Nadal le fait. Nadal a laissé l'oncle Tony. Puis moi, je l'ai vu, la relation Félix-Fred Fontan, puis c'est une relation superbe, basée sur le respect, sur le travail d'équipe, sur des valeurs super. Mais à un moment donné, t'atteins un certain point où est-ce que c'est même plus une question de est-ce que c'est un bon entraîneur ou non. C'est une question... J'ai besoin d'aller chercher quelque chose de différent. Ouais. Une perspective différente. C'est pas la crédibilité, c'est juste voir autre chose. Ça fait beaucoup de sens que tu dis. En tout cas, moi, mon feeling, c'est que c'est sûr que c'est un gros nom. On va tout faire... En tout cas, si c'est un nom qui sort des boulamites... Remarque, c'est ça que je pense par contre. Charlotte, t'es pas entraîneuse de tennis, toi? C'est pas moi, je confirme. Non, t'es sûr? Non, c'est pas moi. Tu nous donnerais-tu le scoop si c'était toi? Oui. OK, merci. Pour sur la ligne, je le ferais. Ah, bravo. ça serait... On pense qu'à part à la télé, finalement, à part avec Félix, Sarah, c'est ça. Finalement, c'est un long voyage. C'est comme... Toutes ces affaires sur Tennis Channel, tout ça, c'était comme une déception parce qu'elle a eu un meeting secret avec Félix à Wimbledon. On sait pas, on peut laisser le mystère. Le mystère. Mais c'est ça, je pense que ça va être un gros nom. T'as pas le choix. Ou un ancien joueur que, justement, tu sais, un Andy Murray ou peut-être... Je pense pas que Roger veut coacher, pour être bien honnête. Là. Je pense qu'il veut passer du temps avec Mirka et sa famille. Ouais. Mais s'il fallait que ce soit ça, on va s'énerver. Je sais pas. Aucune idée si Federer est... J'ai hâte que ça soit annoncé. D'un Québécois que tu connais bien. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner et qu'est-ce que ça va donner. Ouais, moi aussi, j'ai hâte. On sera aux premières lignes. Ouais. C'est pas toi, Hugues, non plus? Non plus. Confirme, c'est pas moi. Heureusement pour lui. Non, c'est pas moi non plus. D'un Québécois que tu connais bien, on passe à un autre.
Et on n'en parle pas assez souvent, mais Alexis connaît quand même des bons moments, Alexis Galarneau. Une bonne année. Et là, on était content non seulement qu'il se qualifie à Newport et qu'il soit là pour le tournoi, mais là, il a fait la demi-finale à Newport, là où est le Tennis Hall of Fame, le temple de la renommée. Ben oui. Un bon résultat, Charlotte, pour Félix. Oui, il a battu la première Félix. tête de... Alexis, on parlait de Félix. Alexis Galarneau, il a battu la première tête de série aussi. Manarino. Manarino Ben ouais. au premier tour, donc ça, c'est... Très bon joueur sur gazon en plus. C'est une grosse victoire. Je l'ai écrit quand c'est arrivé. J'ai wow. Exact, on était tous vraiment agréablement surpris. Puis ensuite, il a perdu contre le joueur qui a gagné le tournoi en demi-finale. Ouais. Donc, positif pour lui. Pas nécessairement un joueur que je voyais bien jouer sur gazon, Alexis. Mais non plus. Ça m'a étonné. Ça m'a vraiment surpris. Mais pourtant, il a pas de mauvaise saison sur gazon. Non, il a une bonne saison. Ouais. Puis, ça veut peut-être dire qu'il va bien jouer aussi pour le restant. Peut-être qu'il est parti sur une lancée de confiance, puis de bonnes sensations, je l'espère pour lui. Il un jeune joueur très travaillant, qui est très passionné depuis toujours. Moi et Alexis, on a grandi ensemble, on a le même âge. Puis j'aimerais vraiment ça le voir peut-être arriver à Montréal puis gagner 1 ou 2 tours. Ça serait le fun. Ce serait vraiment Mais là, il se donne des arguments pour un laisser-passer. Il est en train de menotter Tennis Canada. S'il n'était pas dans les plans, là, au moment où on se parle, ils n'ont pas... En tout cas, Valérie, tu m'appelleras si je dis n'importe quoi, là, mais ils n'ont quasiment pas le choix d'en donner une. Là. Ben là, ce qui va se passer, puis ce qui va se passer avec Draxel et avec Alexis à Granby, ça va influencer le choix. Souvent, Granby est presque un tournoi de qualification là, pour l'Omnium Banque Nationale. Mais de la façon dont Alexis joue présentement, bon, si t'as pas trop de wildcard à donner ailleurs que t'as déjà promis, bon, tu sais, Gaël Monfils en a une, si je me trompe pas. Diallo l'a déjà eu aussi. Ouais, puis Diallo, en fonction des titres qu'il a remportés, ça fait beaucoup de sens. Bien sûr. Mais je pense qu'Alexis, si t'es Tennis Canada, Alexis, présentement, c'est ton premier choix dans tes joueurs canadiens. Tu te poses même pas la question, à mon avis, à moi. Et là, on parlait de sa saison sur gazon. Demi-finale à Newport. Il a fait 2 tours de qualification à Wimbledon. 3 à Roland-Garros. Il est passé tout près de se qualifier à Roland-Garros. Au Challenger de Dublin, il a fait les quarts de finale. Et il s'était qualifié pour Stuttgart avant de perdre en 3-7 contre le Northstroff. Oui. Qui a fait une run à Wimbledon. Là, il joue bien, Alexis. En ce moment. Il est à son meilleur classement en carrière en ce moment. Oui. Il est présentement 153. Il va être 153e. Ben, il est 153e. C'est son meilleur classement. Non, il est 161e maintenant. OK. Son meilleur, c'est 153. Mais, c'est ça. Il est proche de son meilleur classement. Ben oui. Dans ces eaux-là, c'est à quelques points près. Là, tu gagnes 2 matchs puis tu fais 20 rangs. Là, peut-être pas rendu là, mais il reste que s'il peut se rapprocher du top 100 d'ici la fin de la saison, ça veut peut-être dire un premier tour en Australie. Et c'est son objectif. Oui, exact. Top 100. Il l'a dit à plusieurs reprises. Alexis, on parle pas assez souvent de toi. On essaie de garder l'épisode court, quoi qu'aujourd'hui, il est quand même relativement long. Et Alexis, on va essayer de lui parler à Granby cette semaine. Ben, justement, allons-y. Pour le dernier bloc de l'émission, on accueille un gars qui était là aux premières heures du podcast, qui nous a aidé à faire grandir le podcast, qui a fait les débuts des médias sociaux de Sur la ligne. Il est venu en ondes à quelques reprises avec nous. C'est non seulement un grand fan de tennis, mais maintenant un ami à toi et moi. Abraham Santerre, merci de te joindre à nous. Merci de venir faire un tour. Et je le disais d'entrée en te présentant, tu as été une des pierres angulaires de faire développer le podcast. Tu étais là sans poser trop de questions, sans regarder les heures pendant des années à nous aider à travers ta passion, puis tu nous suis encore du coin de là. Maintenant, tu es rendu un grand garçon, tu es journaliste professionnel, tu as ta propre carrière, tu as moins le temps de travailler avec nous autres, mais je tenais à te remercier en ondes pour tout le travail que tu as fait et merci de continuer de nous suivre et merci pour tout ce que tu as fait, mon gars. Puis bonjour, comment vas-tu, mon cher Abraham? Ben là, quelle introduction, Alex. Merci beaucoup de me recevoir, premièrement. Puis je suis très heureux de vous reparler. Ça fait déjà longtemps, mais avec le tournoi de Granby, c'est impossible de ne pas s'éloigner du tennis, surtout quand il y a le tournoi à Granby. Tu te souviens de l'histoire, j'ai été chasseur de balles là-bas de 2015 à, je pense, 2019. Puis à chaque année, je ne l'ai jamais raté. Donc, j'avais pas le choix de venir te revoir puis de vous jaser ça, ce tournoi-là.
Le tournoi de Granby, c'est un des plus beaux tournois. Honnêtement, le monde sous-estime à quel point, d'un point de vue sportif, c'est incroyable ce que tu vas voir là. Ouais. Tu peux voir des athlètes comme Charlotte Robillard-Millette, il l'a déjà joué. Mais encore là, tu sais, as des gens, des fois du top 200 là, qui sont là. Et quand on le dit souvent, le top 200, c'est très fort en termes de niveau d'athlètes. Et oui, ben, tu es là pour nous parler de l'édition de cette année 2026. Il y a quelques Canadiens qui seront en action, dont Alexis qu'on a parlé un peu plus tôt dans l'épisode. Mais qui sera là également, Abraham? Ben, moi, je commencerai par vous parler du côté féminin. Là, on note le retour de Rebecca Marino, qui avait eu une blessure à la fin de l'année 2025. Là, ce sera son 3e tournoi depuis son retour. On se souvient, en 2022, à Granby, elle avait fait le quart de finale du WTA 250. Aussi, on a Kayla Cross, qui a été finaliste en 2024 à Granby. Cadence Brace, qui est 4e favorite, et de nombreuses autres Canadiennes, parce que surtout, à Granby, oui, il y a des noms qu'on connaît qui reviennent, mais c'est surtout là qu'on va découvrir des noms. Oui, des Canadiennes, mais des joueuses d'un peu partout, là. Tantôt, hors d'onde, on en parlait, Naomi Osaka, qui était là en 2015. Il y a plein de joueuses qu'on va découvrir, puis que dans 5 ans, on va dire, hey, on l'a vu en vrai. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, là. Et puis, du côté des hommes, qui a attiré ton attention? Ouais, ben évidemment, il y a Alexis qui revient, tu l'as mentionné tantôt, qui est 8e favori et proche aussi de son meilleur classement en carrière. Là, c'est quand même à surveiller. Et le champion de l'an passé, le Danois Holmgren, est de retour. Le finaliste aussi de l'an passé, Liam Draxel, qui est de retour. Liam, anecdote quand même intéressante. Il y a 2 années, j'avais été dans sa famille où ce qui était hébergé à Granby. Là, c'est un bon ami à moi qui joue au tennis avec moi, qui l'avait hébergé. Puis Liam était bien gentil, puis on l'avait suivi. Puis j'ai bien hâte de voir s'il va être capable de faire encore autant que l'année passée ou encore mieux de gagner le tournoi. Parce que, comme il disait récemment à la Voix de l'Est à Granby, tout le monde peut gagner à Granby parce que c'est pas le top 10 au monde, là. N'importe qui peut se démarquer puis avoir une semaine incroyable. Donc, c'est là qu'il y aura plein de surprises, là. Et aussi, le favori, qui est Alexander Vukic, qui est 104e au monde. C'est quand même une grosse pointure. Ça va être à surveiller. Et il y a aussi un Français, Arthur Géa, qui est 2e tête de série. Donc, des bons joueurs à surveiller, des joueurs avec du bon potentiel. Puis, juste revenir du côté féminin, là, la favorite, c'est Elisabeth Mendlik, qui est 185e au monde. Un petit peu plus bas comme classement, mais ça enlève pas la qualité du tennis qu'il y aura à Granby cette semaine. Ouais, ben c'est un peu normal du côté féminin parce que si je ne me trompe pas, le niveau de tournoi n'est pas exactement le même du côté des hommes versus le niveau des femmes. Là. D'ailleurs, si vous voyez des différences au niveau des bourses, c'est parce que c'est pas exactement le même niveau de tournoi. Mais ouais, tu parlais de Vukic et c'est pas nécessairement surprenant de voir des gens proches du top 100 à Granby parce que, on en a vu là, dans le passé, non seulement des fois, c'est un tournoi parfait pour peut-être des tremplins, des jeunes joueurs, des jeunes joueuses. Des retours après une blessure. Exact. Ou des Kokinakis, il y a quelques étés. On en parlait la semaine passée. J'avais interviewé Hugo Humbert, qui était top 10 avant sa blessure. Il était venu à Granby. C'est vraiment un super beau. Ouais, et tu as des joueurs et des joueuses. Des fois, tu sais, je me souviens, il y a une année, puis je pense que c'est une année que tu avais joué, Charlotte, mais Johanna Konta qui avait gagné le tournoi, puis pas longtemps après ça, je pense qu'il faisait un ronde des 16 ou un quart de finale au US Open. Tu sais. Et là, tu passes de Granby à quart de finale au US Open. Et non, on a vu beaucoup de bons joueurs. Nicolas Mahut était venu faire un tour il y a quelques années. Si vous ne vous souvenez pas qui est Nicolas Mahut, c'est un excellent joueur de double de sa génération, mais il est malheureusement et surtout connu pour avoir perdu le plus long match de l'histoire face à John Isner à Wimbledon. Charlotte, excuse-moi, si on revient sur Johanna Konta, là, ça c'est une anecdote quand même intéressante. À la première année, personnellement, j'étais chasseur de balles en 2015, que Charlotte jouait aussi. Elle avait gagné en finale, puis ce qu'elle avait dit dans le discours, c'était vraiment génial ici à Granby. Bravo tout le monde pour l'organisation, mais je m'excuse, je vais être honnête avec vous. Si je reviens ici l'an prochain, c'est que j'ai échoué quelque chose. C'est un petit peu ça le tournoi de Granby. C'est pour prendre de l'ascension puis toujours aller plus haut. Ouais. Si on revient à Granby, c'est qu'on n'a pas passé la marche de plus qu'il faut. Là. Ouais. Mais ça, je vais dire un point, c'est la perspective de certains joueurs ou joueuses peut-être, mais pour les fans, c'est
exceptionnel. T'es dans un site qui est super agréable, premièrement. T'es très près des joueurs et des joueuses. Elle traverse le cours central vers le vestiaire. Tu peux parler aux joueurs, aux joueuses. C'est vraiment un tournoi pour les fans, je trouve. C'est Granby. super bien organisé. Ah ouais. Puis le court central est magnifique, C'est même un beau quand tu y central. joues. Ouais. Tout est propre. Il y a rien. Vraiment, ils font un très beau travail là-bas depuis plusieurs années déjà. Puis on parlait de tremplin. Oui, c'est un tremplin pour nos jeunes athlètes canadiens d'avoir peut-être un laissez-passer ou de rentrer avec leur propre classement, puis d'essayer d'aller prendre de l'expérience sur le circuit professionnel, d'aller chercher des victoires, puis d'avoir un classement, d'accumuler des points tranquillement pour le classement professionnel. Mais comme on disait, c'est aussi pour ceux qui veulent aussi peut-être revenir dans des tournois plus petits, comme le fait Hugo Humbert ou d'autres, pour reprendre confiance, reprendre peut-être le rythme des tournois, accumuler des victoires, puis reprendre tranquillement pour s'en aller vers les plus gros tournois. Donc, les parcours sont tous différents, mais c'est vraiment un tournoi qui a un potentiel énorme, puis qui amène les joueurs vers autre chose aussi par la suite, que ce soit pour nos plus jeunes ou pour peut-être des personnes plus vétérans du circuit qui veulent par la suite reprendre un petit peu le chemin des ATP, des WTA. C'est un bon timing. Avant de venir au Banque nationale, il y en a qui peuvent faire quelques points de plus, aller chercher une invitation. Je pense qu'un Alexis doit être sur le bord d'une invitation du tableau principal. S'il fait bien à Granby, peut-être que ça va influencer l'organisation. Certainement. Puis on avait vu aussi Bianca Andreescu qui avait fait des tournois un petit peu plus petits, des ITF au début de l'année pour justement reprendre le rythme, reprendre la confiance. C'est souvent ce que les joueurs vont essayer de faire avant d'aller vers d'autres choses. Donc, c'est un peu, je pense, ce que tout le monde va faire dans ce tournoi-là, puis peut-être se préparer pour autre chose par la suite. C'est un tournoi, c'est un site qui est vraiment, vraiment beau, honnêtement. Ouais. Et si tu es un fan de tennis, c'est un des meilleurs rapports. En fait, si tu es un fan de sport, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché pour voir du sport de haut niveau. C'est des athlètes de pointe. Puis, c'est pas pour rien qu'en 2022, ce tournoi-là a reçu une sanction WTA. Tu te souviens, on était là. Il y avait Daria Kasatkina qui était là. Une Marta Kotsuk, là, un peu avant qu'elle explose, Marta Kotsuk. Elle était déjà bonne, mais des Jasmine Paolini qui était là. Je veux dire, c'est ce calibre de joueurs-là qui a pu accueillir ce tournoi-là sur un site qui est enchanteur. Je ne sais pas si c'est à ce point-là, là, mais il reste que la WTA a quand même été capable de donner une sanction WTA à ce tournoi-là et c'est dire le travail qui a été fait. Et là, c'est plus le cas parce que, la vérité, c'est que c'est un petit site pour accueillir un tournoi WTA, mais je veux dire une chose. Puis on en voit là, à la télé, puis tu en as joué des tournois. Il y a des tournois ATP, puis il y a des tournois WTA qui sont bien pires que ce qui se passe en Challenger à Granby. Puis je suis sûr que tu peux témoigner de ça, Charlotte. Oui, certainement. Puis ça démontre aussi le public est au rendez-vous à chaque année. Ouais. Donc ça, pour moi, ça montre que oui, les joueurs se déplacent pour jouer le tournoi parce que, c'est dans l'agenda, c'est dans l'horaire, on y va, puis ensuite on va vers, je sais pas moi, Montréal ou autre, mais pour que le public vienne année après année et apprécie le spectacle et l'environnement et l'atmosphère, ça démontre la qualité qu'on a à Granby. Puis moi, en tant que joueur, j'ai toujours beaucoup apprécié mon passage là-bas. J'ai toujours été très, très bien traitée par l'organisation, par les fans. Évidemment, je suis du Canada, je suis du Québec, mais je pense que c'était aussi partagé parmi tous les joueurs et joueuses qui se présentaient au tournoi. C'est une organisation très bien rodée aussi. Là. Ça fait quasiment, je pense, plus de 30 ans que ça existe, le tournoi de Granby, là, sous différents formats. Donc, ça paraît qu'ils ont de l'expérience, puis les gens sur le site qui travaillent là, les bénévoles, l'organisation, ça paraît pour les joueurs et le public aussi qui est là. Équipe de laquelle tu as fait partie, Abraham, puis tu sais, sans ajouter trop sur le tournoi, mais tu sais, Jan Draxl qui va être là cette année, il a fait la finale en 2025. Là, alors, ça peut être un joueur intéressant à voir, mais quand je regarde la liste des champions, la liste des joueurs qui est passée par là, les Galarno Diallo qui l'avait gagné il y a quelques années, ça a été un peu le tremplin, parce qu'après ça, il n'a fait que monter Gabriel Diallo. Tu parlais d'Hugo Humbert, il avait fait la finale en 2018. Frances Tiafoe a gagné ce tournoi-là. Et je me souviens d'une anecdote. Je suis pas mal sûr que c'est Frances Tiafoe, là, puis je me demande si c'était en demi-finale ou en finale. tu sais où je m'en vais, Abraham? Ben oui. Il jouait et comment dire, il y avait des gens en plein ébat qui se gênaient pas pour faire entendre leur ébat. Et là, Frances Tiafoe, entre 2 points, avait dit « It cannot be that good ».
Laisse tirer vos propres conclusions, mais c'était un moment qui avait marqué. Mais tu sais, des gars comme Vasek Pospisil, qui après est allé gagner des grands chelems. Alors, non, c'est intéressant. Kevin Anderson, Milos Raonic, il y a des bons joueurs qui ont passé par ce tournoi-là. Si vous avez une chance, acheter des billets ou aller faire un tour sur le site. C'est un événement chouchou de la région. Durant l'été, canton de l'Est, Granby, c'est un stop qu'il faut absolument faire. Tu te souvenais de cette histoire-là, hein, Abraham? C'est beau. Écoute, peut-être qu'à l'époque, je comprenais pas, mais je comprends. Après moi. Ça me surprend pas de Francis, par contre. C'est une citation qui lui va bien. Il est tellement spontané, naturel et... T'avais fait le tour du web. Vous n'êtes pas surpris d'entendre ça. Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu vois un Canadien sortir gagnant? Bon, Alexis a connu une bonne séquence, on en parlait un peu plus tôt. Est-ce qu'il peut répéter l'exploit de 2023 et aller remporter le titre une fois de plus? Ben, pour Alexis, il a l'air en forme présentement. Puis ouais, il joue bien. Ça peut être une bonne opportunité pour lui de se relancer. C'est très possible. Liam Drexel aussi, là, c'est un petit peu comme l'an passé en ce moment avec Drexel et Holmgren qui sont là, le champion et le finaliste de 2025. Donc, pour vrai, il y a autant de chances en fait, autant de chances. Il y a vraiment des chances qu'il y ait des Canadiens en finale. Puis là, on n'a pas parlé du double, mais c'est une opportunité aussi pour de nombreux Canadiens. Là, petit fait cocasse, là, dans le double féminin, il y a Françoise Abanda qui joue. J'ai vu ça dans le tableau avec Sashia Vickery. Donc, plein de choses à voir à Granby, puis il pourrait vraiment y avoir des Canadiens qui pourraient l'emporter. OK, ça, j'avoue, là, d'habitude, je suis quand même bien préparé pour les shows, là. Ça m'a échappé, là, Françoise. Hey, je savais même pas qu'elle jouait encore. Ben moi, je savais qu'elle jouait encore, mais ma question est, elle fait juste le double, Abraham? Ben, en fait, c'est ça, je regardais avant d'enregistrer, puis je la vois seulement dans le double. Elle était pas dans le tableau de qualification non plus, mais elle est inscrite au premier tour avec l'américaine Sashia Vickery. Mais je sais qu'elle connaît bien Sashia, puis ils sont des bonnes amies depuis longtemps. Vickery qui a été aussi top 100, son meilleur classement. Elle l'a joué à quelques reprises. Je me souviens, moi, de l'avoir vu, Vickery à Granby. Donc, quand même intéressant comme duo. Puis, je pense qu'il pourrait bien faire, mais ça me surprend qu'elle ne joue pas le simple aussi, parce que je sais que François essayait de revenir aussi, puis jouait beaucoup de tournois. Mais comme tu dis, c'est une belle opportunité pour nos Canadiens-Canadiennes de jouer du double. Puis, c'était l'année passée ou l'autre d'avant que c'était Justin Boulay, je pense, qui avait gagné. Et il est encore dans le tableau. Il est encore dans le tableau. Ben, donc, je me souviens, je pense à Ariana Arsenault avec Mia Kupress qui ont gagné le double une année. Exact. Son frère est dans le tableau aussi. Mais... Exactement, ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais ça, c'est intéressant parce que, bon, Françoise, elle a à peu près ton âge. Vous avez grandi ensemble. Est-ce qu'elle est un an plus jeune que toi? 2 ans. 2 ans plus jeune que toi? 2 ans plus vieille. Ah, 2 ans plus vieille, OK. Ouais. C'est ça, parce que je me souviens, l'année Wimbledon Junior, vous aviez fait les deux, la demi-finale ou quelque chose de genre? Non, je n'ai jamais vraiment voyagé avec elle. Elle était toujours plus vieille, puis elle faisait d'autres tournois que moi à ce moment-là. Mais en tout cas, les deux, vous avez fait des bons résultats chez les juniors. Là, parce que François, c'était un des plus beaux talents qu'on avait au Québec là, à l'époque. J'ai hâte de voir, moi. Là, je te mets sur le spot. Là, puis si t'es pas à l'aise, tu me le diras, mais tu la vois-tu revenir, avoir une carrière, mettons, revenir sur la WTA régulièrement, mettons? Non, je pense qu'il est rendu un petit peu tard de ce côté-là pour avoir une carrière où est-ce que tu reviens puis tu es dans le top 50, dans le top 100. Je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de potentiel, mais on le voit n'importe qui arrête pendant quelques années, même quelques mois, c'est très difficile de revenir. Il faut une équipe derrière toi, il faut que tout soit aligné. Puis, à un moment donné, elle a quoi, 29? Je pense que ça devient un petit peu difficile aussi avec les jeunes, la relève qui pousse la prochaine génération. Donc, je ne crois pas, mais ça n'enlève rien à la carrière qu'elle a eue, au talent qu'elle a. Puis, je pense que des fois, c'est une question aussi de circonstances qui fait que ça ne débloque pas comme on aimerait, mais je ne la vois pas nécessairement revenir à son meilleur classement en carrière. Voyez-vous une autre joueuse qui a joué le tournoi aussi? Victoria aime beaucoup. Ben oui, Victoria, on l'a vu. Elle avait perdu contre Rebecca Marino en quart ou en huitième. Là. Puis elle avait fait une bonne ride en double avec Kayla Cross aussi. Je pense qu'elle avait 15 ou 16 ans. Cette année-là. Exact. Ouais. C'est vraiment un tournoi il faut y aller. Intéressant. Toi, as-tu des souvenirs? Je regardais les gagnants et les gagnantes. Je voyais que Stéphanie Foretz a perdu en finale, justement, contre Joanie Konta.
Cette année-là, c'est elle qui t'avait battu. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Il me semble que c'est elle Française. qui m'avait Au battu. premier tour, Ouais. malheureusement. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, tu me rappelles des mauvais souvenirs. Désolé. J'ai plus envie d'en Hey, parler. non, mais, hey, pour vrai, je pense que ça compense pour tous les fois où on t'a, pour utiliser l'expression On m'a glazé. mis, ouais, c'est ça, on m'a mis en valeur. Exact. Non, mais Défaite au premier tour. ça relativise les choses aussi. Si j'ai perdu au premier tour, j'aurais pu perdre en finale, j'aurais pu perdre en demi-finale. Exact. Non, mais Voilà. c'est ça mon Contre point. elle. Elle a fait la Donc, finale. C'est le point. Contre une fille qui est allée faire les quarts de finale au US Ouais. Open après. Là. Je me rappelle que c'était un match assez difficile, puis je me suis dit, wow, si tout le monde joue comme ça, va vraiment falloir que je mette la main à la pâte parce que c'est un niveau quand même assez élevé pour une fille qui était, je pense, 250 Ouais. dans le temps. Donc, pour moi, je me disais, c'est quoi top 100, c'est quoi top 50, c'est inatteignable, mais on voyait que peut-être son niveau était encore meilleur que son classement à l'époque. Mais j'étais jeune, j'avais peut-être 14, 15 ans, donc c'est une super expérience. Puis ça te démontre un petit peu aussi que même si t'es très bonne dans tes jeunes, dans tes catégories à toi ou sur les juniors, ben qu'il y a toujours une étape de plus pour progresser puis battre les meilleurs sur le circuit. Félix a fait la pluie et le beau temps aussi. Je me souviens d'un match, je pense que c'est la première tête de série. Je me souviens plus c'était qui le joueur. Puis c'était un match de premier ou deuxième tour. Puis il perd. La première tête de série perd. Puis là, il se fait poser des questions. Après, je suis pas mal sûr que j'étais dans le scrum parce que c'est clair dans ma tête, là, cette clip-là. Mais il dit, tu sais, qu'est-ce que tu as fait d'avoir perdu contre un gars de 14 ans? Puis tu sais, c'était la fois où, te souviens-tu, Sarah Jade avait pris la photo avec 200 km/h à travers la raquette. Là, il servait à 14 ans à 200 km/h. Tu sais. C'était écrit 14 dans la raquette. Ah, c'était 14, C'est ça. ouais, c'est ça. C'était 14 comme s'il avait son âge, mais... Puis et le joueur en question, je me souviens plus c'était qui, mais il avait dit, un jour, je vais dire que j'ai perdu contre un champion. Ouais, de je me Grand Chelem. souviens de ça. Ouais. Il avait dit ça, tu sais. Oh, wow. Puis lui, il l'avait déjà vu, là, il avait 14-15 ans, Félix, tu sais. Puis Chapeau a joué ce tournoi-là également. Alors, tu sais, c'est vraiment... Mais tu vraiment sais, un beau quand tournoi. tu joues un joueur d'exception. Ouais. Ah, même le monde, il se disait ça quand il jouait contre toi. Non, mais je pense que quand tu connais le niveau, puis les premières têtes de série, donc c'était pas son premier rodéo, on s'entend, puis que tu vois un joueur de 14 ans qui a la facilité, le talent, la fluidité que Félix a depuis qu'il est tout jeune, Ouais. là, vraiment, c'était flagrant à voir. Tu le sais déjà, aussi avec son attitude, il a une attitude impeccable, qui est calme, il est professionnel, il est vraiment déterminé sur chaque point, il a tout pour réussir, il est un peu comme le modèle Federer, je trouve, là, tu sais, comme gentil, poli, élégant. Il est parfait. Ouais, Il est donc je fatigant pense tellement il est qu'à parfait. un jeune âge, je peux dire oui, je pense qu'il pourrait gagner un grand chelem. Et peut-être qu'il va avoir raison, on sait pas. Peut-être un changement d'entraîneur, on en a parlé tantôt. Oui. Abraham, merci infiniment, puis je le pense sincèrement, merci pour tout ton travail sur le podcast, puis t'es toujours un ami, t'es toujours le bienvenu sur le podcast, mon gars, puis t'as bien fait de nous écrire, de dire « Hey, je peux-tu venir parler de Granby? » On va toujours te trouver un peu de temps, Abraham. Lâche pas ta belle carrière, tu vas en avoir une méchante belle dans le monde du journalisme. Convaincu. Avec le sens de l'initiative que t'as et Le talent. ton talent et l'acharnement Oh là, les fleurs, au travail. les T'es un fleurs, gars ça fait, que... là. C'est assez, là. Non, mais laisse-moi aller, là. Ça va, on s'en parlera dans 6 mois. Profite-en, là. Ben oui, faites-en. Je vais te rosser après. Tu sais, Ouais, tu vois, c'est ça. j'ai fait un compliment à Charlotte, après ça, je vais te rosser. Si le boomerang s'en vient. C'est ça, exact. Non, mais pas vrai, je le pense sincèrement. Je pense que tu vas avoir une méchante belle carrière, puis je suis zéro inquiet, puis il y a toujours une place pour toi sur la ligne maintenant et à jamais. Tu peux en prendre bonne note. Et sur ça, mon gars, comme c'est la tradition, et comme tu es l'invité, et comme tu fais partie du podcast à vie, je te donne le mot de la fin. Merci les boys, merci Charlotte. Bon tennis Alex, bon tennis Charlotte, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.